Merci beaucoup de m'accueillir. Donc voilà, mon sujet, c'est ça. Donc dépistage du cancer du sein, les aspects médicaux, épidémiologiques, sociaux et psychologiques. Alors, les critères de réussite d'un dépistage, qu'est-ce qu'on en attend pour dire qu'un dépistage a marché? Il y a essentiellement deux critères qui sont vraiment très importants. C'est la baisse des formes les plus graves et les plus évoluées des cancers et une baisse significative de la mortalité dans la population. Ce sont les deux critères essentiels qui permettent de dire qu'un dépistage a marché. Un troisième critère est également la diminution des traitements les plus lourds. Malheureusement, donc dès la deuxième diapo, eh bien, on va un petit peu casser ces mythes. Dans la vraie vie, les dépistages ont beaucoup déçu, notamment en première ligne celui de la prostate qui n'est plus du tout recommandé et celui du sein qui est maintenant le sujet d'une grande controverse scientifique à travers le globe. Les trois critères en question. Donc, tout d'abord, le dépistage ne provoque pas de baisse de mortalité de façon drastique comme on l'attendait. Alors, le dépistage est promu dans les médias et il est présenté souvent de façon très très positive, mais quand on y regarde de plus près, on voit qu'il n'a pas du tout rempli toutes ses promesses. Effectivement, vous avez une baisse de mortalité, mais dès les années 90, alors que donc avant, chronologiquement, avant l'instauration des grandes campagnes de dépistage en Occident, par exemple en France, le dépistage a été généralisé en 2004. Au Royaume-Uni, on a une baisse de la mortalité de 11% déjà dès 85, alors que dans ce pays, le dépistage n'a été opérationnel qu'en 88. Si vous regardez bien, avant d'avoir une très légère et modérée décroissance de mortalité, on a tout d'abord une très importante augmentation de la mortalité par ce cancer. Donc, on ne peut pas dire qu'on assiste à une diminution drastique et significative de la mortalité. Le deuxième critère, le nombre des formes évoluées. Malheureusement, ça c'est une étude française, les cancers de forme avancée, les cancers graves et métastatiques sont désespérément au même taux. Ce n'est pas parce qu'on recrute de plus en plus des petits cancers lors d'un dépistage qu'on va diminuer le pool des cancers avancés. Je vais y revenir et je vais vous expliquer pourquoi. Le troisième critère, la diminution des traitements les plus lourds n'est pas intervenue non plus dans tous les pays depuis qu'on dépiste. On opère de plus en plus de seins. Donc, vous avez les mastectomies partielles qui ne font que s'envoler. On enlève de plus en plus des petites lésions, des carcinomes in situ, des lésions précancéreuses dont on sait maintenant que la très grande majorité ne menace pas la vie. Les mastectomies totales sont restées à peu près stables, n'ont pas diminué, donc on ne peut pas prétendre aux femmes que les traitements se sont allégés. Alors on vous dit que les mastectomies totales, il y en a moins. Là aussi, c'est une façon de présenter les choses. La proportion des mastectomies totales dans le total mastectomie a effectivement diminué, mais c'est une proportion. Pourquoi? Parce que le total mastectomie n'a fait que augmenter. Donc ça dépend comment on présente les choses. Et le problème dans les dépistages, c'est justement la présentation un petit peu enjolivée souvent des faits. Alors malheureusement, dans la vraie vie, voilà ce qui se passe. On a une inflation des petits cancers, souvent de bas stade, avec un taux désespérément stable des formes métastatiques et avancées, également de la mortalité qui ne subit pas de décroissance comme on pouvait s'y attendre. Une fois qu'on instaure un dépistage, on aurait pu s'attendre à ce que la mortalité décroît de façon significative. Or, elle suit un peu le même plateau que les cancers métastatiques qui restent malheureusement au même taux depuis 90. Hein. Il n'y a pas eu donc de diminution du nombre de cancers évolués.
La diminution du nombre de décès par cancer du sein, surtout ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est identique dans les groupes dépistés et les groupes non dépistés. Donc, les éléments clés d'un programme de dépistage réussi, qui est donc la réduction des tumeurs avancées et une diminution drastique de mortalité, n'est pas là. Alors, au début, dans des années 60 à 80, il y a eu ce qu'on appelle les essais cliniques. Je pense que vous savez tout ce que c'est qu'un essai clinique. Hein, c'est des grandes études en population. Ont allégué un formidable succès du dépistage. On a parlé de 30% de réduction de mortalité, ça sauvait des vies. Enfin, il y a eu un enthousiasme qui a été vraiment promu aussi par le corps médical et dans les médias. Et finalement, lorsqu'on a commencé à examiner un petit peu de plus près les choses et de reprendre un petit peu tous ces essais initiaux, on s'est rendu compte qu'il y avait des défauts méthodologiques importants dans l'analyse des résultats. Les meilleurs résultats étaient obtenus dans les essais les plus biaisés. Souvent, les femmes qu'on avait attribuées dans le groupe dépistage avaient des tumeurs qui étaient déjà cliniquement palpables. Et donc, la collaboration Cochrane, c'est un collectif de chercheurs nordiques indépendants qui a commencé, c'est des vrais lanceurs d'alerte, pour la plupart ce sont des épidémiologistes, qui ont alerté dès les années 2000 sur les biais potentiels, donc avant même la généralisation des campagnes de dépistage. Donc, tous les essais qu'on a repris, effectués donc au total entre 500 et 600 000 femmes, n'ont pas réellement pu montrer que le dépistage permettait de diminuer de façon indubitable le risque de décéder par cancer du sein. Mais malgré tout, donc ils ont tiré la sonnette d'alarme, on ne les a pas écoutés. Il y a eu tout un parcours terrible pour ces chercheurs-là qui ont été désavoués. On a refusé leur publication. Tout ça, il y a un petit chapitre dans mon livre où je raconte cette histoire-là. On n'a pas idée comment, dans une communauté scientifique dont on attend de la probité, il peut y avoir tout un tas de coups bas et de choses trappes pour des chercheurs quand ils commencent à sortir des publications qui ne sont pas tout à fait dans le sens du vent. Donc voilà, on a donc utilisé des people, des slogans très simplistes. Cette femme a montré ses seins, elle a sauvé sa vie. Voilà, il y a des slogans pour culpabiliser les femmes, faites comme moi, j'ai protégé ma vie, passez une mammographie. Donc, disons que les messages qui ont été envoyés aux femmes étaient fortement apeurants, incitatifs et culpabilisants. Alors, ces fameuses, vous lirez un petit peu partout, donc 20% de réduction de mortalité. Alors maintenant, les autorités sanitaires sont un peu plus prudentes parce qu'on se rend compte, malheureusement, plus il y a d'études sur le sujet et plus l'enthousiasme est douché. Donc actuellement, on lit plutôt 15% de mortalité. Qu'est-ce que ça veut dire 20% de diminution de mortalité? Ce que vous comprenez tous, je pense, comme moi au début, hein, moi ce que j'ai compris quand on m'a dit ça, ça voulait dire que 20 femmes sur 100 dépistées en moins mouraient du cancer du sein. C'est ce que tout le monde a tendance à comprendre. En fait, pas du tout. C'est ce qu'on appelle une réduction relative du risque de décéder du cancer du sein. Alors, ce mot barbare veut simplement dire que les 20% sont obtenus quand vous comparez deux populations différentes, l'une soumise à un dépistage et l'autre non soumise à un dépistage. Donc, je prends un exemple mathématique. Enfin, c'est très simple, hein, c'est basique, mais encore faut-il le comprendre. Vous prenez 1000 femmes qui n'ont pas été dépistées, vous les examinez sur 10 ans, vous trouvez 5 décès. Vous prenez 1000 femmes qui auront été dépistées, vous les examinez sur 10 ans, vous trouvez 4 décès. Eh bien, pour passer de 5 décès à 4 décès, elle est là votre réduction de mortalité. 5 moins 4 sur 5, ça fait 0,2, ça fait 20% de mortalité. Et donc, voilà une façon extrêmement fallacieuse de présenter les choses où tout le monde se dit, mais c'est enthousiasmant, formidable, 20% de réduction. En vraie vie, qu'est-ce que ça veut dire? Une seule femme voit sa vie sauvée, et encore sur un gros
groupes quand on les examine sur un long laps de temps. C'est plus du tout la même chose. Alors, outre cette contestation sur la mortalité, la collaboration Cochrane a mis en évidence un invité surprise qui est inhérent à tous les dépistages, qu'on appelle le surdiagnostic. En fait, la collaboration Cochrane ne cherchait pas à mettre en évidence un surdiagnostic. Les chercheurs ont voulu évaluer quel était vraiment l'intérêt du dépistage pour le chiffrer. Et aux surprises, on se rend compte d'une chose qui est très étonnante, c'est-à-dire que plus vous dépistez et plus l'incidence, c'est-à-dire que le taux des nouveaux cas de cancer augmente, tout ça pour une survie identique. Alors, il y a une étude qui a été faite par l'Institut d'Oslo en 2008. On a pris 80 000 femmes, on les a réparties en deux groupes. Un groupe était dépisté pendant 6 ans, tous les 2 ans, et le deuxième groupe n'était examiné qu'une fois au bout des 6 années. Et ces deux groupes étaient appariés selon le profil physiologique des femmes, selon l'âge. Donc, c'était deux groupes vraiment comparables, avec une distribution randomisée. Et on s'est rendu compte que chez les femmes dans le groupe dépisté, il y avait entre 20 et 30% de cancers en plus par rapport aux femmes non dépistées pour une survie totalement identique. Or, si toutes les tumeurs étaient vouées à devenir mortelles, à devenir des vrais cancers qui menacent la vie, on aurait dû trouver plus de mortalité chez les non dépistés, logiquement. Or, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se rend compte que le dépistage permet de détecter de plus en plus de tumeurs du sein qui vraisemblablement n'auraient jamais évolué, qui auraient disparu. Alors, la régression cancéreuse, je vous en parlerai un petit peu. C'est la définition d'un surdiagnostic, c'est un diagnostic inutile d'un cancer, c'est-à-dire sous le microscope, il y a effectivement des cellules cancéreuses, mais qui n'auraient jamais affecter la vie ni la santé de la femme si cette lésion était restée méconnue. Certaines lésions au microscope n'auraient jamais rendu la femme malade jusqu'à ce qu'elle meure d'une autre raison sans en avoir jamais souffert. Ce surdiagnostic est important à connaître parce que c'est le problème inhérent aussi au dépistage du cancer de la prostate, dépistage qui n'est plus du tout recommandé, qui est malheureusement encore beaucoup pratiqué par les urologues qui sont parfois très incitatifs chez les hommes et qui normalement ne devrait plus être pratiqué et qui est sorti des recommandations de la Haute Autorité de Santé pour le même problème. Alors, en fait, ce dont il faut se départir, c'est de notre vision du cancer. Nous avons tous en tête un modèle d'évolution cancéreuse qui est très intellectuellement confortable et qui est très intuitif et qu'on nous a appris aussi à la fac. C'est le modèle linéaire et progressiste et mécaniciste, inéluctable. C'est-à-dire qu'on pense que le cancer, ce sont d'abord des petites cellules qui se regroupent en petits carcinomes qui est d'abord in situ, c'est-à-dire dans le canal lactifère du sein. Quelques années après, il rompt la membrane, il devient invasif au niveau de l'organe. Quelques temps après, il envahit au niveau loco-régional. Ensuite, il va envahir tout l'organisme, devenir métastatique et conduire inéluctablement au décès. Donc, l'histoire naturelle du cancer est imaginée comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut détecter tôt, parce que comme ça, c'est petit et on évite les décès. Qu'est-ce que c'est qu'une histoire naturelle d'une maladie? C'est l'histoire de la maladie, de sa genèse jusqu'au bout, si on ne la traitait pas. Or, le modèle contemporain confronté donc aux faits, aux observations en clinique et à des études montre que ce modèle-là est complètement faux. Et en fait, on a un buisson de possibilités tout à fait imprévisibles. C'est-à-dire qu'un carcinome invasif peut avoir des caractéristiques moléculaires telles qu'il est d'emblée agressif et conduire aux métastases ou d'emblée au décès. Il peut stagner, il peut être lentement progressif, il peut régresser. Le carcinome in situ, 80% ne donne jamais de problème aux femmes. Souvent, c'est des cancers de très bon pronostic que certains chercheurs et médecins demandent à ce qu'il ne soit plus appelé carcinome, justement. Il peut stagner, beaucoup plus rarement, il est le précurseur non obligatoire d'un carcinome invasif. Mais le cancer maladie, vous voyez, ce n'est pas parce qu'on
a dans son corps, on est l'hôte de quelques cellules cancéreuses, qu'on est malade du cancer. Or, c'est souvent comme ça que c'est vu. Quand on fait une biopsie chez une femme, on regarde sous le microscope, on voit des cellules cancéreuses, on lui dit, elle est estampillée cancéreuse. Alors, ce fameux surdiagnostic, c'est surdétection. Comment on peut le quantifier? Alors, c'est une réalité comptable qu'on peut donc alors, qu'on comprenne bien, le surdiagnostic, ce n'est pas visible à l'échelle individuelle. C'est-à-dire, pour le médecin, pour la femme, pour l'anatomopathologiste, et pour le radiologue, lorsqu'on a fait une image à Madame X, qu'on a fait une biopsie, qu'on regarde sous le microscope, il y a des cellules cancéreuses, on ne peut lui dire que vous avez une lésion qui a des cellules anormales dedans, qui est un cancer. Le surdiagnostic est identifiable en population. Lorsque vous comparez des populations soumises à des intensités de dépistage différentes. Et quand vous voyez que plus il y a une pénétration du dépistage dans une population, ce surdiagnostic augmente par rapport à une population moins dépistée. Donc, c'est une réalité qui n'est visible que lorsqu'on étudie des populations un peu comme les entomologistes étudient des fourmis, hein, ce n'est pas identifiable au niveau individuel. Et c'est ça qui en fait toute la difficulté. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait 20 à 30% de cancers de plus chez les femmes dépisées, encore une fois, pour une survie identique. C'est-à-dire qu'on pourrait accepter ça s'il y avait pour les gens un bénéfice compensatoire, à savoir une diminution de mortalité grâce à un dépistage. On pourrait se dire, bon, on accepte ce surdiagnostic s'il y avait un bénéfice compensatoire, mais malheureusement qui n'est pas là. Et il y a une deuxième source qui met en évidence les surdiagnostics, c'est les autopsies. Donc, il y a plusieurs études d'autopsie et il y a eu des méta-analyses de ces études d'autopsie qui ont mis en évidence que chez des femmes décédées d'autres causes que le cancer, quand on examine leur sein, on se rend compte qu'il y a 4 fois plus de lésions cancéreuses ou précancéreuses dans les seins de ces femmes que dans la population vivante au même moment. 4 fois plus. Donc, les lésions dans le sein sont fréquentes, les cancers latents existent. Encore une fois, la problématique est à peu près analogue au cancer de la prostate pour l'homme. Il y a 2 signatures du surdiagnostic dans la population. La première signature pour le surdiagnostic, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez une incidence croissante des diagnostics de cancer. Encore une fois, l'incidence, hein, c'est le nombre de nouveaux cas, donc qui augmente pour une mortalité stable. Donc ça, vous avez l'exemple ici. On a essayé un dépistage du cancer du rein à un moment donné. Il y a eu un essai qui a été réalisé, qui a été très très vite abandonné parce que on s'est rendu compte que voilà, on détecte de plus en plus de petits incidentalomes, hein, ce qu'on appelle ces petites tumeurs dont nous sommes tous porteurs, hein. Certains sur le rein, d'autres sur surrénale, certains au niveau d'un poumon. Nous sommes tous porteurs de petites lésions. Si ad absurdum, on faisait une IRM corps entier chez tout le monde d'entre nous tous les jours, on trouverait chez tout le monde des petites lésions cancéreuses. Mais la question pertinente est, est-ce que ça vaut le coup de toutes les détecter, puisque donc pour la thyroïde, là aussi, ça a été terrible. Il y avait 80% de surdiagnostic. Le dépistage du cancer de la thyroïde a été tout de suite tué dans l'œuf. Malheureusement, là aussi, il est trop pratiqué. On demande trop d'échographie de thyroïde chez des gens et après, on dépiste, on trouve des petits carcinomes papillaires qui sont tout à fait bénins, qui ont une prédominance féminine aussi. Et une fois que c'est vu, c'est fini, hein. On ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus dire à la personne, monsieur, madame, vous n'avez rien. Non, on a trouvé la lésion, on est obligé, une fois que le vin est tiré, il faut le boire, d'aller jusqu'au bout. Et donc, le cancer de la thyroïde, le surdiagnostic est épouvantable. Donc, on enlève des thyroïdes à tire-larigot parce qu'on fait trop d'échographie, trop d'imagerie. Pour le mélanome, le dermatologue tire la sonnette d'alarme. Récemment, vous avez entendu dans les médias, il faut absolument se faire dépister. Il y a une pénurie de dermatos. Les gens n'arrivent plus à se faire examiner leurs points sur la peau. Et les dermatologues alertent sur les réseaux et expliquent que la pénurie de dermatos, certes, il y en a une, mais
l'explication, elle est déjà dans la question qui était posée par le journaliste, à savoir comment on fait pour se faire surveiller. Eh bien, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt, sauf chez les personnes à risque, mais ça n'a aucun intérêt de passer tous les ans, d'emboliser les consultations des dermatos pour trouver d'éventuelles lésions. On surdiagnostique de plus en plus de petites lésions cutanées qu'on va opérer pour une mortalité qui n'a absolument pas changé. Ça, c'est une étude allemande. La deuxième signature dans la population pour le surdiagnostic, c'est l'augmentation de l'incidence des stades précoces, c'est-à-dire, encore une fois, du nombre des nouveaux cas des stades précoces avec une stabilité de l'incidence des stades métastatiques, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc ça, c'est une étude américaine sur 3 décennies, si mes souvenirs sont bons. Donc là, voilà, une inflation des petits cancers avec une non-diminution des stades tardifs. Et pourquoi c'est comme ça? Eh bien, parce qu'il faut comprendre que les tumeurs de bas grade et de faible agressivité ne sont pas les mêmes, ce n'est pas le même pool que les tumeurs qui sont très véloces, très agressives et à caractéristiques moléculaires d'emblée agressives. C'est-à-dire, plus vous recrutez des petites lésions, vous ne pouvez pas attendre du fait de recruter, de récupérer de plus en plus des petites lésions dans les organes, que de ce fait, vous allez baisser le niveau des lésions les plus agressives parce que ce sont des entités différentes. Les grosses lésions méchantes ne découlent pas des petites lésions gentilles, entre guillemets. Les lésions ici, les cancers qui sont d'emblée de stade agressif et de stade métastatique sont d'emblée partie de cellules qui sont de leur naissance intrinsèquement à caractéristiques biologiques intrinsèquement méchantes. Donc souvent ce sont des diagnostics qu'on va dire tardif, mais on ne devrait pas employer ce mot-là parce que le temps n'est pas corrélé à la gravité. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Les stades tardifs et métastatiques sont souvent gros au moment du diagnostic parce que ce sont des cancers véloces qui ont un temps de séjour très court dans le sein et que vous loupez au dépistage. Alors que les petits alors souvent petits, effectivement, le stade précoce, ce sont des cancers qui sont très peu agressifs, qui sont lents, qui ont un temps de séjour très long dans le sein. Donc plus vous dépistez, et plus vous avez une probabilité importante de tomber sur ces lésions qui ne sont pas les plus embêtantes. Alors, on vous met souvent en avant le critère de la survie à 5 ans. Alors la survie à 5 ans n'est absolument pas un marqueur d'efficacité du dépistage. Ça, c'est aussi une présentation extrêmement fallacieuse qui est donnée dans les médias. On survit de mieux en mieux. Oui, on survit de mieux en mieux parce que le surdiagnostic est de plus en plus important. Alors, un exemple pour comprendre. On imagine, hypothèse ici, avant le dépistage, on a un cancer du sein diagnostiqué chez 100 femmes. 20 d'entre elles sont encore en vie à 5 ans plus tard. Donc, la survie à 5 ans est donc de 20%. Après dépistage, nous avons, donc on a vu une augmentation de détection des cas de cancer. Imaginons dans notre hypothèse que le nombre de cas passe à 125 femmes. Supposons que ces 25 femmes supplémentaires détectées par le dépistage sont toutes des surdiagnostics. Donc, pour calculer votre survie, les 25 femmes s'ajoutent au numérateur et au dénominateur. C'est-à-dire que vous avez à 5 ans 45 femmes, donc les 20 de là, plus les 25 surdiagnostiqués, qui sont en vie à 5 ans sur les 125. Donc, votre survie de 20%, elle passe à 36%. Donc, vous vous dites, c'est super, j'ai gagné, j'ai augmenté la survie de 20% à 36%. Mais c'est une présentation fallacieuse parce que vous avez tout simplement augmenté votre surdiagnostic. Vous remarquerez que le nombre de décès est exactement le même dans les deux groupes, 80 ici et 80 ici. Donc, le nombre de décès n'a pas changé. Donc, quand on vous commence à vous parler de la survie à 5 ans, il faut demander aux autorités sanitaires, aux médecins, à n'importe qui ou aux médias qui vous présentent ces choses-là, il faut leur dire, mais qu'en est-il? Il faut leur demander qu'en est-il de la mortalité et des formes graves de la maladie. Ce sont les deux critères essentiels qui sont intéressants pour juger l'efficacité d'un dépistage. Je reviens donc sur les modèles, l'histoire naturelle du cancer, les modèles de croissance tumorale. Alors, vous avez ici le cancer très rapide, ce dont je vous
ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire à caractéristiques tellement agressives, donc intrinsèquement, moléculairement agressives, qu'il y a une vélocité importante. Donc sa croissance, elle est en très peu de temps. Vous avez les cancers lents qui évoluent tranquillement, le cancer très 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 lent qui a vraiment une progression un petit peu escargot, le cancer stagnant qui apparaît puis qui se développe pas, et le cancer qui régresse, cancer régressif. Ces trois dernières formes ici de cancer ne vont pas se manifester, ne vont provoquer aucune tumeur, aucune douleur, pas de métastase et n'entraînent pas le décès. Qu'est-ce qui se passe quand vous dépistez? Le dépistage, c'est montré rouge ici. Alors là, il y aurait eu, admettons, un dépistage. Le prochain dépistage, il est là. Qu'est-ce qui se passe avec le cancer rapide? Il est raté. Il est raté. Et c'est là où vous avez des femmes qui arrivent avec c'est extrêmement frustrant pour elles et pour le médecin, qui vous disent, mais comme un bon petit soldat, moi je fais mes dépistages et tout d'un coup, en 3 mois, j'ai senti une boule. Ben oui, parfois la mammographie normale est faussement rassurante. Ce n'est pas parce que vous avez une mammographie normale qu'il faut dormir sur ses 2 oreilles. On va vous dire, vous êtes tranquille pour 2 ans, mais que nenni, vous n'êtes pas tranquille pour 2 ans. Le cancer lent, donc tranquillement progressif, il est effectivement rattrapé par votre dépistage, mais il se serait manifesté par un symptôme, la barre des symptômes est ici, il se serait manifesté par un symptôme un petit peu plus tard. C'est-à-dire que le dépistage a bien anticipé le diagnostic, mais la femme aurait consulté parce qu'elle aurait eu une boule, une rétraction, une déformation du galbe. Donc là, on aurait été en temps et en heure pour traiter et pour guérir. Pourquoi? Parce que le temps métastatique est très long pour ces cancers-là. Quand on vous dit il n'y a pas une minute à perdre, mais pas du tout. Les métastases ne se font pas du jour au lendemain. Soit on est dans ce cas de figure et on n'a pas de bol et les métastases sont souvent déjà là, même si vous ne les voyez pas. Souvent, c'est des cancers vraiment extrêmement méchants, ce qu'on appelle les triples négatifs, qui atteignent souvent les femmes jeunes, qui ont déjà métastasé. Même si on les dépiste, ce sont des cancers qui envoient des métastases simultanées. Donc là, le dépistage, effectivement, anticipe, mais ne change pas grand-chose, puisque les femmes, en général, consultent pour une symptomatologie. Ici, pour les cancers très lentement progressifs, les cancers stagnants et les cancers régressifs, le dépistage ne sert à rien. Vous détectez une lésion qui n'aurait jamais impacté la vie de la femme. Le surdiagnostic, il est là. Alors, je reviens à ma Cochrane. Donc, les chercheurs de l'équipe Cochrane se sont dit, on va faire une méta-analyse, c'est-à-dire on va prendre tous les essais cliniques, toutes les études cliniques qui existent, on va les mouliner, et puis on va rapporter nos résultats sur deux populations représentatives de 2000 femmes sans dépistage d'un côté, 2000 femmes avec dépistage de l'autre côté, les deux examinées sur 10 ans, et on regarde ce qui se passe. Et même si on n'a pas fait des grandes mathématiques appliquées, il y a 2 choses qui sautent complètement tout de suite aux yeux pour n'importe quelle femme, n'importe quel observateur, c'est que pour la très très grande majorité des femmes, le dépistage, ça fait rien du tout. La très grande majorité, il se passe rien. Par contre, pour les femmes avec dépistage, vous voyez que par rapport aux femmes sans dépistage, il se passe sacrément beaucoup plus de choses. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, regardons la mortalité, la fameuse. Donc, ils ont mis en évidence que pour 2000 femmes sans dépistage sur 10 ans, vous obtenez 5 décès par cancer du sein. Avec dépistage, 4 décès. Donc, vous avez effectivement la petite perle dorée ici. Donc, c'est un pictogramme, ça s'appelle. Donc, vous voyez qu'il y a effectivement le bénéfice du dépistage. Ça serait une vie prolongée grâce au dépistage. Mais la contrepartie, c'est quoi? C'est que pour 10 autres femmes, vous avez un surdiagnostic. Donc, pour sauver une femme, vous en avez 10 qui vont être traitées et embêtées pour rien. Et les perles bleues, c'est les fausses alertes, les faux positifs. Et là, il y en a au moins 200. Il y a d'autres évaluations qui montrent ce chiffre de façon beaucoup plus importante. Alors, la fausse alerte, c'est le deuxième écueil du dépistage. Le surdiagnostic sous le microscope, c'est vraiment un cancer qui n'aurait jamais impacté la vie, mais sous le microscope, il y a des cellules cancéreuses, alors que la fausse alerte, c'est un faux diagnostic, c'est une suspicion à l'imagerie, à la mammographie d'une lésion cancéreuse qui ne va pas se confirmer. C'est-à-dire, on a une suspicion, on demande à la dame de revenir, ou alors on lui fait une écho, ou alors on lui fait une IRM parce qu'on est un peu inquiet.
ou alors on lui fait une biopsie. Donc, c'est extrêmement anxiogène pour les femmes qui doivent vivre pendant 1 à 2 ou 3 semaines dans l'attente du diagnostic. C'est extrêmement mal vécu par les patientes pour leur annoncer que finalement, il n'y avait rien. Le problème, c'est que ces fausses alertes s'accompagnent souvent de biopsies tout à fait inutiles. Et donc, quand on regarde bien, il y a la petite perle verte. Qu'est-ce que c'est la petite perle verte? Eh bien, c'est que dans ce laps de temps, vous avez toujours une femme, au minimum une femme, qui va avoir un problème dû aux traitements qui sont quand même lourds. Ce sont des radiothérapies qui augmentent de façon significative le risque cardiovasculaire chez les survivantes du cancer. Ce sont les complications chirurgicales. Ce sont les leucémies induites par la radiothérapie. Donc, le décès, la vie raccourcie par le dépistage, eh bien, vous voyez que finalement, la balance bénéfice-risque, elle n'est pas géniale. Quand vous regardez les deux, la petite perle dorée ici, eh ben, ma foi, elle est négativement contrebalancée par une vie raccourcie à cause des traitements. Alors, vous me direz le surdiagnostic, bon, ça vous paraît être une notion un petit peu abstraite. Bon, ok, on surdétecte. Et alors, eh ben, c'est que le problème, c'est que le corollaire de la matérialisation pour les femmes dans leur chair du surdiagnostic, c'est le surtraitement. Et le surdiagnostic a des conséquences déjà psychologiques, dépression, sur l'état physique, sur le travail, sur l'image de soi. On l'a vu, les traitements secondaires altèrent le cœur, les chirurgies augmentent, les radios et chimiothérapies augmentent, et la mortalité, eh ben, il y a une mortalité qui est imputable au surtraitement. Alors, on va détailler justement tout ça. Eh bien, les réactions anxio-dépressives et les suicides sont augmentés, sont 10 fois plus fréquents dans l'année qui suit l'annonce d'un cancer, 10 fois plus fréquents qu'en population générale. Au cours d'une même période, chez les femmes avec cancer du sein, les suicides sont multipliés par 3 ou par 4. Une enquête française a montré que plus de la moitié des personnes consomment dans l'année suivante un anxiolytique ou un antidépresseur et que 2 ans après, elles sont encore 4 personnes sur 10 qui consomment des médications psychotropes. La paupérisation, les surdiagnostics amènent parfois à une perte d'emploi et de façon assez significative, puisqu'au bout de 2 ans, plus de 30% des femmes au-delà de 50 ans n'ont pas repris leur travail et que pour celles qui étaient à temps plein, plus de 20% ne le reprennent qu'à temps partiel. 2 ans après le diagnostic, 25% des femmes avec un diagnostic de cancer sont sous le seuil de pauvreté, alors qu'elles ne sont que 14% en population générale. Je crois que c'est aussi une étude française qui a montré ça. Le surdiagnostic conduit au surtraitement. Donc là, c'est une étude de Michael Baum. Alors, c'est un professeur britannique qui a été un des chantres du dépistage au début, qui a été un peu comme nous tous. Moi, quand j'étais jeune aussi, on y a cru. Le dépistage, on s'est dit, c'est quelque chose de fantastique. Et donc, il a promu, il a été un acteur assez actif dans la mise en place des programmes de dépistage au Royaume-Uni pour malheureusement revenir dessus et faire un vrai mea culpa. Il s'en veut beaucoup parce que il a fait donc cette étude qui est sortie en 2013. Et pour lui, les méfaits du dépistage du cancer du sein vont l'emporter sur les bénéfices si les décès causés par les traitements sont inclus dans les calculs de la mortalité. Parce qu'il y a donc les complications cardiovasculaires de la radiothérapie qui augmentent de façon significative, les complications chirurgicales, les leucémies secondaires et les suicides qui ne sont pas si rares. C'est quand même... La qualité de vie est dégradée chez plus de 55% des femmes, surtout quand ces femmes sont jeunes, elles se sentent beaucoup plus impactées, des femmes qui ne travaillent pas, à faible revenu, des femmes avec des comorbidités, qui ont d'autres maladies, qui ont du diabète ou d'autres choses. Et souvent, c'est les traitements qui sont incriminés, puisqu'ils altèrent quand même beaucoup la qualité de vie. De nouveau, une étude française, 2 ans après diagnostic, plus de la moitié des femmes déclarent une diminution de la libido en raison d'une fatigue générale, une dégradation de l'image de soi liée au traitement, perte de cheveux, prise ou perte de poids et souvent difficulté de communication dans le couple. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, je ne reviens pas trop dessus, augmentation des infarctus du myocarde, mais des AVC aussi, thrombose et embolie.
dans les 3 mois après diagnostic du cancer du sein, chez les patients traités, souvent c'est l'hormonothérapie qu'on donne aux femmes sur les 4 ans qui suivent un diagnostic, qui marche bien hein, dans la diminution des récidives, mais qui sont pas du tout anodins. Donc c'est pour ça quand on vous dit plus on dépiste et plus on peut proposer aux femmes des traitements plus légers, je trouve ça d'un cynisme absolu. D'abord c'est faux. Et ensuite, l'enjeu n'est pas de proposer aux femmes des traitements légers, mais de leur rien proposer du tout s'il n'y a pas besoin de faire des diagnostics inutiles. Hein, ça me paraît. Les mastectomies ont augmenté donc de 35% au moins dans tous les groupes de femmes participant au dépistage. Donc, on n'a pas diminué les mastectomies. Il faut arrêter de dire aux femmes qu'on fait des traitements plus light. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas réel. 32% de radiothérapie en plus. Les chirurgies et hormonothérapies se sont beaucoup augmentées, aussi de l'ordre de 30%, avec un taux important sur traitement qui est mal connu parce qu'on n'a pas encore fait trop d'études là-dessus. Alors, un effet qui est important, dont on parle peu, c'est l'effet transgénérationnel. Lorsqu'un cancer du sein est diagnostiqué chez une femme, par exemple chez votre maman, en tant que fille, vous allez être estampillé de facto de femmes à risque. Et donc, toutes les femmes de la famille vont être beaucoup plus examinées. On va les inciter à faire des dépistages plus tôt, plus jeunes. On aura donc de nouveau ce cercle vicieux, plus de diagnostics, plus de surdiagnostics, des femmes qui sont considérées fallacieusement à haut risque, des mammos de plus en plus jeunes, des détections qui s'amplifient et des traitements de plus en plus fréquents dans les générations futures. Donc, cet effet transgénérationnel, personne n'en parle, mais il est bien réel. Alors, pourquoi on a pris, donc ça j'ai rajouté cette diapo pour expliquer pourquoi on a préconisé le dépistage du cancer du sein entre 50 et 74 ans, parce que d'abord c'est le pic statistique tout simplement où on a le plus de cancer du sein. Pourquoi il ne faut pas le faire chez les femmes jeunes? Parce que c'est un cancer du sein qui est plus rare. Je ne dis pas qu'il est inexistant, mais moi, ma plus jeune patiente, elle a 25 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence les dépistages à 18 ans, à 20 ans, à 21 ans et 3 mois. C'est ça le souci. Dans le même temps, on augmente de 60% les faux positifs avec des biopsies inutiles, de 6%. La biopsie, c'est quand même pas un geste complètement anodin. Rassurante. C'était le moment, oui. Donc, on surdiagnostique beaucoup plus. Et surtout, les études n'ont pas retrouvé de bénéfices sur la diminution des cancers graves. Donc, il y a eu un grand essai britannique qui s'est terminé l'année dernière. C'est le X-Age Trial au Royaume-Uni et qui n'a pas mis en évidence. Alors, ils ont clamé un succès sur un petit sous-groupe quand on isole certaines catégories de femmes. Bon, ils ont trouvé une petite diminution, soi-disant, de mortalité, mais en vrai, l'étude se conclut en disant qu'il n'y a pas de bénéfice concluant trouvé, notamment sur la mortalité globale. Donc, il n'y a pas de recommandation de commencer plus jeune. Chez la femme plus âgée, c'est un peu pareil, pas de réduction significative de mortalité. Le surdiagnostic varie entre 31 et 50%. Et dans cette catégorie d'âge, le surdiagnostic est très embêtant parce que, comme je vous ai dit, dès qu'il y a un diagnostic chez une patiente, on traite. On commence pas à réfléchir. On prend pas le pari que le cancer va pas évoluer ou qu'il va régresser. On peut pas prendre ce pari-là. Donc, on traite tout. Et chez ces femmes plus âgées, c'est une population plus fragile avec des comorbidités et les dangers du traitement est beaucoup plus majoré, bien évidemment. Une chirurgie ou une radiothérapie chez une femme de 80 ans, c'est pas pareil que chez une femme de 60. Et on n'a pas amélioré de façon significative la détection des cancers avancés. C'est toujours la même problématique. Alors, le paradoxe du dépistage, c'est que ce que je vous disais en début de présentation, c'est que il est tellement présenté sous un jour très positif que, il est très populaire. Donc, il est promu lors des campagnes roses. Donc, plus on fait de surdiagnostic, plus de personnes ont le sentiment qu'elles doivent leur vie au dépistage. C'est ce qu'on leur dit d'ailleurs. On leur dit, madame, vous savez, si on n'avait pas trouvé ça, vous seriez plus là à l'heure qu'il est. Vous seriez morte 2 ans après. Or que c'est pas vrai du tout. Si le cancer doit tuer, il tue son hôte, quoi qu'on fasse. Si elles sont en vie, c'est que le cancer n'était pas destinées à les tuer. Donc, plus de femmes ont le sentiment qu'elles doivent la vie au dépistage. Donc, elles vont rendre le dépistage de plus en plus populaire en population. Elles le rendent populaire, exacerbé par des messages dans les médias avec des statistiques spectaculaires de survie qui ne reflètent pas du tout l'efficacité des dépistages. Alors, on
prend un cas réel, on prend une dame de 52 ans qui est porteuse d'un petit cancer, qui ne va pas évoluer. Hein, c'est pour vous montrer comment le surdiagnostic gâche des années de vie. Dans le scénario numéro 1, pas de dépistage. Donc, Marie poursuit sa vie tranquillement. Son cancer n'évolue pas. Elle fait ce qu'elle veut. Elle décède à 85 ans d'un infarctus du myocarde. Dans le deuxième scénario, on la dépiste. On trouve le cancer, on le traite. Ça a un retentissement sur sa vie. Souvent, c'est des femmes qui sont définitivement inquiètes, qui sont très anxieuses lorsqu'elles viennent pour le contrôle. Elles se sentent souvent cancéreuses. Elles ont des douleurs très fréquentes à cause de l'hormonothérapie. Donc, dans ce deuxième exemple, ce deuxième scénario, Marie décède à 85 ans d'un infarctus. Elle a 31 ans de vie avec des préjudices physiques et psychologiques. Et le cas le plus défavorable, c'est ce dont on a parlé, c'est la personne qui fait une complication thromboembolique. Et ça, malheureusement, j'ai eu un cas il n'y a pas très longtemps, une dame chez laquelle on a fait un dépistage à 80 ans, ce qui était complètement inutile et idiot. Et elle a fait une embolie pulmonaire. Elle s'est retrouvée avec une insuffisance cardiaque. Elle est décédée. Bon, c'est une femme d'un âge certain, c'est sûr, mais là, par exemple, si ce surdiagnostic est fait à 54 ans et que la patiente décède à 70 ans d'insuffisance cardiaque, on a une vie raccourcie à cause du dépistage de 15 ans. Alors, les traitements du cancer s'améliorent de plus en plus, et plus on a des thérapeutiques efficaces, moins sont pertinents les dépistages. D'ailleurs, on en revient beaucoup. Ils sont de plus en plus contestés dans la littérature scientifique. Hein. Il y a quand même beaucoup de publications maintenant qui sortent à travers le monde pour remettre en question ces dépistages. Là, ici, sur une population entière non dépistée, ici, une population entière dépistée. Donc, quand on dépiste, on a une inflation, effectivement, des cas de cancer. On en trouve de plus en plus avec une mortalité qui reste identique. Donc, il faut quand même se poser tout doucement la question de la pertinence de certains dépistages. Je vous ai mis quelques cas cliniques réels. Voilà, donc ici, c'est une mammographie. C'est un sein droit, là, il est en miroir. Hein. Donc, une dame qui a fait son dépistage, rien à la mammographie, hein, le mammogramme normal, sein dense, et 7 mois après, une tumeur palpable de 2,5 cm. Cette dame, elle a senti la masse au bout de 4 mois et elle est revenue en disant mais je comprends pas, je suis pas venue parce que la mammo était normale, donc je me suis dit c'est rien et finalement donc elle est venue au bout de 7 mois et c'était bel et bien un cancer de 3 cm. Donc pour vous dire que quand on vous dit le délai de 2 ans ou qu'un cancer ça met 2 ans à se produire et que ça a une évolution linéaire, c'est complètement faux. La vraie vie le montre. Ici, un cancer régressif. Alors, les cancers régressifs, évidemment, il y a très peu d'observations. Pourquoi il y a peu d'observations? Parce que dès qu'on a un cancer sous le nez, hein, nous, en tant que radiologue, moi, je vois une image, même si je suis quasiment sûre que c'est un tout petit bas grade ou un petit carcinome in situ, je ne suis qu'un imageur, donc je suis obligée de dire il y a quelque chose. Donc, on va jusqu'au bout et on traite tout. Mais chez certaines personnes, alors moi j'ai eu un cas comme ça, une personne qu'on ne pouvait pas opérer tout de suite, soit c'est des personnes qui ont une autre maladie qui est plus urgente à traiter, qu'on leur découvre un autre cancer qui est plus péjoratif, qu'on va traiter avant, donc on le met en stand-by et en surveillance, ou il y avait une patiente qui avait un diabète déséquilibré qu'on a dû mettre aussi en stand-by, et cette personne, eh ben, vous voyez, là c'est en mars 87, là, en octobre 88 et en octobre 89, il y a une toute petite image, il n'y a quasiment plus rien. Donc, c'est un cancer, effectivement, régressif. Et là, il y a des études, des observations, notamment sur des cancers du rein. Il y a des publications qui ont été… donc, on sait maintenant que certains cancers régressent. Encore une fois, il est inconcevable de prendre un pari dessus. C'est-à-dire que dès que vous avez un symptôme clinique, vous devez consulter et on fera la mammographie. Et si on trouve un cancer, évidemment, on va le traiter. On ne va pas commencer à dire bon, peut-être qu'il va régresser. Non, évidemment pas. Mais sachez que c'est quelque chose qui existe. Ici, un cancer petit. Alors, vous voyez que la taille n'est pas corrélée au temps et la taille n'est pas corrélée au pronostic. Ici, il est tout petit et il y a déjà ces zones de condensation dans les vertèbres et sur le bassin, ici, les branches iliopubiennes, c'était un cancer d'emblée métastatique, tout de suite. Ici, un cancer énorme. Hein. Alors là, vous avez le mamelon, c'est le sein gauche. La tumeur, c'est tout ça. Voilà, avec une excoriation cutanée. C'est une dame agricultrice. Alors, c'est des gens qui ont beaucoup de travail, qui font peut-être moins attention à leur santé,
qui est un peu. Il faut pas dire qu'elle a négligé. C'est des gens qui sont occupés, qui ont d'autres choses à faire, qui consultent effectivement quand ils se disent que ça commence à devenir gênant. Et excellent pronostic, hein, énorme et de très bons pronostics. Aucune adénopathie, aucune métastase. On lui a enlevé le sein et cette dame est repartie chez elle. Mais malgré tout cela, vous avez toujours droit au slogan sempiternellement répété en rose, chaque jour compte, on vous fait peur, plus de 3 millions de femmes y ont déjà participé, et vous, on vous culpabilise, qu'est-ce que vous faites? Voilà, elle a montré ses seins, elle a sauvé sa vie, alors que c'est probablement faux, puis on n'en sait rien. On fait appel à des people, hein, ça tous les ans, alors l'année dernière, ou il y a 2 ans, c'était Madame Delia, là c'était Madame l'épouse de Monsieur Sarkozy qui s'appelle, je sais plus. Voilà, c'est ça. Donc, il s'est montré un peu partout. Donc voilà, donc, toutes les grosses ficelles. Certains slogans sont quand même hallucinants. Hein. Moi, ça, je comprends pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je comprends pas. En 2022. C'est de 2022 ou 2021, je ne sais plus, que des trucs comme ça soient publiés. Enfin, moi, les bras m'en sont tombés. Ça fait d'ailleurs une assez grande polémique dans la presse. Là, ici, bon, je dis pas, hein, c'est des cartoons, hein, mais vous voyez bien que cette femme, elle a pas 50 ans. Alors, c'est quoi cette incitation quasi sexiste en prenant des exemples de femmes qui, de toute évidence, n'ont pas l'âge du dépistage. Enfin, on frise le ridicule et on prend les femmes un petit peu. Là, c'est une infantilisation qui est quand même en 2023. Il ne faut plus accepter ça. L'OMS a édité un manuel sur les dépistages pour mieux mettre en évidence la balance bénéfice-risque. Donc, l'OMS lui-même commence à s'alarmer un petit peu sur cette problématique qui a un coût. Hein. Ça, on n'en parle pas beaucoup en France, mais ça a un coût. Ça a un coût humain, ça a un coût sur les consultations médicales et ça a un coût financier. Pendant qu'on fait des tas de dépistage, il y a des gens qui sont des vrais malades, qui attendent dans les salles d'attente, qui passent pas, etc. Donc, sur le plan éthique, voilà, l'OMS rappelle aux responsables politiques que les effets nocifs supportés par les personnes en bonne santé ne sont pas justifiés, même s'il y a des bénéfices pour d'autres. Et ça, c'est intéressant. Sur le plan éthique, est-ce qu'on peut, alors c'est une question qu'il faut peut-être poser à la société, est-ce qu'il est admissible que pour sauver hypothétiquement une femme, on rende 210 femmes malades, 200 femmes en fausse alerte, 10 femmes en surdiagnostic? C'est une vraie question. Est-ce que cela est éthiquement défendable quand notre pilier de notre exercice, c'est le primum non nocere et que nous avons un principe de non-malfaisance? Parce que les dépistages s'adressent à des gens qui n'ont rien, qui sont en bonne santé, qui sont comme vous et moi, qui se plaignent de rien a priori, et que vous transformez en malade dès lors que vous avez trouvé quelque chose, que ce soit utile ou pas. Donc, pour se sortir de ça, la moindre des choses, c'est d'informer les femmes des tenants et des aboutissants de ce dépistage. Et donc, l'OMS demande à ce que les programmes de dépistage soient accompagnés des informations impartiales et faciles à comprendre, comme les pictogrammes que je vous ai montrés tout à l'heure, que la concertation citoyenne du dépistage a revendiqué. Je vous rappelle, parce que ça a été très peu médiatisé, cette concertation citoyenne à laquelle j'ai participé a demandé en conclusion l'arrêt des programmes de dépistage. C'était marqué le scénario, c'était on demande le stop de dépistage tel qu'il est pratiqué actuellement. Évidemment. Et on a demandé aussi l'arrêt des campagnes. Les citoyennes ont demandé. Intervention après la conférence. Oui, s'il vous plaît, sinon après, je tiens pas mes 40 minutes. Alors, deux études récentes en 2023, qui sont toutes récentes, qui viennent de sortir. Il n'y a aucun gain en termes de longévité avec le dépistage par mammographie et pour d'autres dépistages aussi. Malheureusement, cette étude a montré qu'on ne peut pas attendre un gain de survie avec quasiment aucun dépistage, sauf peut-être le dépistage du cancer colorectal par sigmoïdoscopie qui prolongerait la survie de 3 mois chez les dépistés. De nos jours, le risque de décès par cancer du sein est en baisse grâce aux thérapeutiques chez les dépistés et chez les non dépistés, pareillement. Alors, pour terminer, il faut que le dépistage, que ça reste une affaire de choix pour les femmes. Encore faut-il qu'elles soient informées. Et l'information, elle passe par ces petits pictogrammes, on appelle
ça des outils d'aide à la décision. Ça se multiplie beaucoup. Pour la prostate, ça existe aussi. Sur la page d'accueil de notre site, vous avez notre outil d'aide à la décision que nous avons conçu avec un statisticien. Et si vous cliquez sur cette icône sur notre page d'accueil, vous accédez aux outils d'aide à la décision internationaux. Ça, c'est du Canada. Ça, c'est celui de l'OMS. Ça, c'est celui du Royaume-Uni. Donc, on s'en fiche comment c'est présenté. Là, c'est des petites billes, là, c'est des petits bonhommes, là, c'est des bulles. Toujours est-il que pour n'importe quelle femme, c'est facile, c'est visuel, c'est facile à comprendre et vous avez la situation, les tenants et les aboutissants du dépistage qui sont tout de suite visualisés. Voilà ma conclusion. Donc, le dépistage des cancers du sein n'a pas que des avantages. Il y a des inconvénients dont on ne parle pas suffisamment. Les auteurs sérieux avec des arguments scientifiques pensent que son utilité est de moins en moins démontrée. En tout cas, les inconvénients risquent de dépasser les bénéfices. Les femmes, en tout cas, la moindre des choses est que les femmes doivent être informées honnêtement des tenants et des aboutissants, du pour et du contre, qu'il y a un enjeu éthique qui est que c'est absolument indéfendable de présenter une seule vérité officielle sans que les femmes aient accès à l'autre vérité, moins officielle, mais qui représente le moins bon côté des femmes. Encore une fois, le corps des femmes leur appartient. On a assez milité pour que on ait la main mise sur nos corps. Les femmes ont demandé le libre choix sur la contraception, sur l'IVG ou pas, sur tout ça. Ben, pourquoi on refuse ça aux femmes ménopausées? Pourquoi, une fois qu'on a atteint 50 ans, on n'aurait pas non plus un accès à un libre choix sur oui, je me fais dépister ou non, je me fais pas dépister? Donc tout cela, ça passe par une information neutre, honnête et compréhensible, qui est un gage de liberté de choix pour les femmes. Donc si vous voulez courir en rose, demandez à courir pour ça, pour avoir une information. Et ça c'est vraiment important si vous voulez rester libre de vos choix. Je vous remercie de votre attention.